Danube. Je vous jure que rouler dans la tranquillité de ce fleuve légendaire, ce fut de la musique à nos oreilles. C'est un des plus beaux parcours cyclables que nous ayons fait dans notre vie. Alors, si ça vous tente de voir comment nous l'avons fait en cyclotourisme ultra léger à l'automne 2023, restez devant votre écran, on part. Première question, où se trouve le Danube? C'est le deuxième plus grand fleuve d'Europe et traverse 10 pays. Il prend sa source en Allemagne, dans la Forêt Noire, et se jette dans la mer Noire 2850 km plus loin. Deuxième question, quelle partie peut-on pédaler? Réjouissez-vous cyclotoureurs, un parcours empruntant voies cyclables et routes tranquilles a été conçu par l'organisation Eurovélo. Il s'agit de l'Eurovélo 6, qui suit le Danube jusqu'à son embouchure. Troisième question, et nous, quelle section pédalerons-nous, considérant qu'on veut partir un mois et faire au moins 1000 km? On savait déjà que la section la plus fréquentée, parce que magnifique, était en Autriche, de Passau à Bratislava. Mais on voulait en faire au moins le double. Comme je voulais depuis longtemps visiter l'usine de Audi à Ingolstadt, et on rêvait tous les deux de Budapest, on rallonge le parcours entre ces deux villes et on dépasse enfin notre 1000 km. Côté logistique, on planifie donc d'arriver en avion à Budapest. On prendra ensuite un train direct sans connexion jusqu'à Munich, d'où on pourrait enfourcher notre vélo, rejoindre le Danube à Ingolstadt et longer le fleuve ici en bleu jusqu'à Budapest. Bingo, notre parcours est décidé, on commence à préparer nos valises. Justement, parlant de bagages, avez-vous remarqué dans le titre de ce vidéo qu'on a spécifié cyclotourisme ultra léger? C'est tout simplement parce que, depuis 2021, nous avons opté pour une nouvelle façon de voyager tellement plus simple. Avec un vélo pliable et un minimum de sacoches, tout entre dans seulement 2 valises chacun. Dans la première valise que voici, on met les sacoches vides, le matériel de camping et le vélo. Cette valise sera enregistrée comme bagage en soute. La seconde valise, pour le linge, la trousse d'hygiène et le casque, est enregistrée comme bagage de cabine. Avec 2 valises, tout est plus simple, que ce soit en taxi, pour l'enregistrement des bagages sans frais supplémentaires et la récupération sur le carrousel régulier en même temps que tout le monde. Et on peut même les emporter dans notre petite chambre d'hôtel à l'arrivée. C'est d'ailleurs dans la consigne de notre hôtel à Budapest qu'on laissera nos valises vides afin de les reprendre à la fin du voyage. Nous voilà à Budapest le 7 septembre. Le temps est chaud et radieux et nous savourons pendant 3 jours la capitale hongroise aux multiples quartiers. Nous avons aussi l'immense plaisir d'y courir le demi-marathon sur le bord du Danube que nous avons réussi ensemble. Yay! Le lendemain, on rêve déjà au vélo. On se rend donc à la gare, plions les vélos qui seront simplement rangés derrière nos sièges et nous voilà en route pour Munich pendant environ 6 heures. Nous voilà en Allemagne, à Munich, et notre premier but est de rejoindre le Danube à Ingolstadt, en empruntant un parcours suggéré par un site de cyclotoureurs allemands dont voici l'adresse. Munich est vraiment génial pour les cyclistes. Il y a des pistes cyclables partout et les cyclistes de tout âge sont nombreux. On quitte le centre-ville par la magnifique piste du Englischer Garten et en moins de quelques kilomètres, on est surpris d'être déjà dans la nature. Les chemins proposés sont vraiment variés. Et peu nombreux sont les obstacles. Quoique, à Kranzberg, sous les 30 degrés Celsius, on se laisse tenter par une saucette à la plage publique. On reprend ensuite la route dans ce décor champêtre pour se rendre à notre Warm Showers. Les Warm Showers, vous connaissez? Il s'agit d'un organisme international de cyclistes qui accueille d'autres cyclistes pour une douche et un endroit où dormir. Ce soir, nous sommes les autres privilégiés de Véro et Marc, et on en profite pour poser plein de questions à propos de la culture allemande et la région. Le lendemain matin, il y a cette odeur qui embaume la campagne, mais de quoi s'agit-il? Ben voyons, nous sommes en Bavière, la région la plus fertile en houblon de l'Allemagne. Quelle chance nous avons de voir ces plants incroyablement hauts se faire dépouiller sur des kilomètres.
On voit aussi la séparation du fruit de sa tige à plusieurs endroits. Alors quel bonheur de se faire livrer ce nectar à notre table. Décidément, en Allemagne, il y a une belle symbiose entre la bière et le vélo. Et nous voilà enfin à Ingolstadt, le début de notre périple le long du Danube, en commençant par la section allemande jusqu'à Passau. Après une visite mémorable de l'usine d'Audi, on a trop hâte de découvrir l'Eurovélo 6. Alors c'est parti, que le plaisir commence. Nous sommes vraiment ravis. Les infrastructures pour cyclistes sont impressionnantes et la signalisation abondante et de qualité. Il y a beaucoup de campings, toujours près du Danube. Ce sera notre choix pour le 3/4 de nos couchers. Aucune réservation nécessaire en septembre, mais attention, plusieurs campings ferment le 1er octobre. Il ne faut pas manquer Regensburg. Cette ville ayant 850 édifices classés par l'UNESCO, dont 70 églises dans la vieille ville. Nous y sommes accueillis par nos guides, Maria et Rémi, des cyclotouristes rencontrés en Grèce le printemps passé. Question: combien y a-t-il d'églises dans cette Seine qui se termine par la cathédrale Saint-Peter's où a pratiqué l'évêque qui est devenu le pape Bénédicte? Réponse: 5 églises. Incroyable. Que ça donne la faim. Maria nous fait alors découvrir une spécialité, le Bratwurstkipferl, un délicieux sandwich garni de saucisses, choucroute et moutarde douce. Miam! Le lendemain matin, après avoir fait nos adieux à nos amis, nous partons vers Passau, l'autre cité à ne pas manquer dans ce segment allemand. Passau, surnommée la Venise du Nord, est à la croisée de 3 rivières. Nous trouvons un super camping sur le bord de la rivière Ilz. Le temps est gris, mais on ne craint pas pour une inondation, comme celles qui ont marqué l'histoire de la ville. Imaginez 10,20 m en 2013. Alors, quoi faire à Passau? On commence par un récital dans la cathédrale Saint-Étienne avec son orgue de 18 000 tuyaux. Mais notre coup de cœur va au plus grand musée de verre au monde, une quantité phénoménale de pièces en verre de tout genre. On a adoré cette ville pour cyclistes, ayant ses rues coquettes et ses cafés. L'Autriche. C'est la section la plus fréquentée par les cyclistes allant de Passau à Bratislava en passant par Linz et Vienne. Dès le départ, une affiche nous rappelle qu'en Autriche, on se salue avec un Grüß Gott plutôt que le Guten Tag d'Allemagne. En Autriche, les pistes cyclables sont impeccables. Elles sont 100% asphaltées et méticuleusement entretenues. Constatez par vous-même. Sont-elles surpeuplées? Peut-être en été, mais de la mi-septembre à la mi-octobre, c'est vraiment tranquille. Seulement quelques piétons et cyclistes qui passent parfois en flèche sur leur e-bike. Aussi, la signalisation est exemplaire, si bien qu'on consulte rarement notre GPS, seulement si les affiches deviennent un peu trop complexes. Dès notre première journée en Autriche, on trouve un mignon camping à Schlögen et on grimpe pendant un peu plus d'1 heure jusqu'à l'observatoire, afin d'admirer en personne l'impressionnante boucle de Schlögen que nous avions vue 1000 fois en photo, mais en vrai, c'est pas pareil. À notre goût, c'est le plus beau méandre du Danube, suivi de la plus belle section de vallée à pédaler. Nos prochains coups de cœur furent dans la ville de Linz. D'une part, au centre électronique ARS, où l'intelligence artificielle prime, par exemple en s'inspirant du jeu du pianiste pour créer des formes dansantes, ou en détectant nos mouvements pour la génération de formes en 3 dimensions. Capoté! L'autre attraction de Linz fut pour les 200 graffitis et murales, un projet des résidents
afin de revitaliser la zone portuaire. Le lendemain, on découvre totalement par hasard, dans le village de Aston, un édifice qui nous rappelle notre architecte préféré, Frank Gehry. Mal nous en prie, c'est un musée de conception allemande imaginé par un boulanger passionné, avec une structure innovante tout en bois. Un chef-d'œuvre architectural. Le musée, appelé Panéum, nous parle de pain sous toutes ses formes par l'entremise d'objets venant de partout à travers le monde. Et nous voilà à Saint-Florian. Pour y visiter une abbaye, un haut lieu de musique dont ses pensionnaires font partie d'un des plus anciens chœurs d'enfants d'Europe. La visite est géniale. Une bibliothèque de 130 000 volumes, l'orgue du célèbre compositeur Anton Bruckner, celui-même qui loge dans la crypte, devant une foule plutôt silencieuse. C'est ici que nous stationnons nos vélos parce que ce soir, nous logeons à l'abbaye et nous savourons un repas végétarien aux légumes de saison, courges et champignons. Le lendemain, on quitte notre chambre confortable en ce matin le plus froid de notre voyage avec 8 degrés Celsius. La campagne est magnifique, j'adore l'agencement des couleurs, et on retrouve le magnifique Danube pour se rendre à Ibs, au musée du vélo. On constate bien que les Autrichiens adorent ce type de transport depuis longtemps, même du temps des premiers pneus qui étaient cousus. J'en profite pour me faire peur sur un grand bi. Juste pour ça, ce musée en valait la peine. On enfourche de nouveau nos vélos pour entrer dans le Wachau, c'est-à-dire la région des vins entre Melk et Krems sur 36 km. Imaginez une vallée dont chacun des deux versants est rempli de vignes. Chaque rive est aussi desservie par une piste cyclable et il y a des kiosques alléchants des deux côtés. Le problème est que ça nous oblige à faire des choix difficiles. Sur quel bord allons-nous rouler? Heureusement, il y a souvent de charmants petits traversiers. Et voici notre petit village perché préféré avec ses rues étroites aux 1000 surprises, Dürnstein. Parlons camping. En Autriche, les campings sont abondants et d'une propreté irréprochable. Comment font-ils pour que ça reste propre? Ils fournissent les squeegees et demandent la participation de chacun pour nettoyer son petit coin après utilisation. Aussi, les campings ont presque toujours un restaurant permettant d'y prendre le repas du soir ou même du matin sans avoir à ressortir en ville. D'ailleurs, avant d'arriver à Vienne, ville où les hôtels sont exorbitants, on nous a conseillé le camping de Klosterneuburg, voisin de la station du confortable train de banlieue, nous amenant à Vienne en 30 minutes et fonctionnant même après minuit. Vienne, capitale de la musique. Avec tellement, mais tellement de choses magnifiques à voir. Et il y en a pour tous les goûts. D'une part, Lucie a préféré différents musées pour ses grandes œuvres. Ainsi que les murales un peu partout dans la ville. D'autre part, Alain a préféré les cafés viennois, le Sacher Torte, l'architecture Art Nouveau et un vélo fait par imprimante 3D. Wouh! Et ensemble, on a adoré tout ce qu'a réalisé Hundertwasser, autant ses talents d'architecte pour son village avec ses maisons colorées, et son design de l'incinérateur de Vienne, et ses peintures. Et pour rien au monde, on ne voulait pas manquer un concert classique avec l'Orchestre symphonique de Vienne. Et c'est avec la tête pleine qu'on quitte Vienne, en empruntant une superbe piste cyclable sur une longue île de 20 km au centre du Danube. Il y a même des ponts pour vélos et piétons à de multiples endroits. Parce qu'ils font bien les choses, les Autrichiens. En après-midi,
on change de pays pour la Slovaquie et arrivons à Bratislava. On prend une pause pour se chercher un camping en ce 1er octobre pour réaliser qu'il fermait hier. C'est alors que je tourne la tête pour y apercevoir un hôtel-bateau dont j'avais entendu parler. Et ce sera la plus belle chambre de notre voyage avec une vue incroyable sur la ville et son château. Bratislava nous plaît immédiatement, notamment par l'intégration harmonieuse des moyens de transport durables, mais aussi par son architecture, son art original et de la bouffe au goût du jour tout à fait délicieuse. On aborde la dernière partie de notre voyage de Bratislava à Budapest et comme le Danube sépare la Slovaquie et la Hongrie, nous passerons souvent d'un pays à l'autre selon les attraits. Premier défi, la langue. Le slovaque et le hongrois nous sont incompréhensibles, même un simple horaire d'ouverture d'épicerie représente un défi. On se débrouillera quand même en essayant l'anglais, le langage des signes ou en utilisant Google Translate. On constate rapidement que les Hongrois sont fous des bains thermaux. Il y en a partout sur notre chemin, à Mozon-Magyaróvár, à Komárom et à Esztergom. Alors on se laisse facilement convaincre qu'après une bonne journée de vélo, un bain thermal, c'est génial. D'autant plus que beaucoup de campings sont voisins et affiliés à ces endroits. Au niveau des pistes cyclables, elles sont encore prépondérantes et dans des environnements très variés. Elles ne sont pas toujours impeccables comme en Autriche, mais il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. C'est ici en Hongrie qu'on fête notre 1000e kilomètre, quoi de mieux qu'un bon festin pour souligner cette étape. Parlant de bouffe, il y avait abondance de restaurants, du luxueux bistrot au simple café, des marchés dans les villes et villages, mais nous avons surtout fréquenté les supermarchés avec une préférence pour la chaîne Billa à cause de leur abondance de mets préparés santé qu'on apportait en pique-nique dans de magnifiques endroits. Et arrivent malheureusement trop vite les derniers jours de ce merveilleux voyage. On prend un dernier traversier avec plein de bons souvenirs de ce cher Danube. Et terminons en beauté sur une piste exceptionnelle jusqu'à Budapest pour une arrivée festive. Hey hey! C'est fini, on a réussi, on a fait la boucle. 1200 km de bonheur en un mois, dont 20 jours de vélo, soit une moyenne de 60 km par jour. En conclusion, pour un voyage facile et inoubliable, vous devez absolument mettre le Danube sur votre bucket list. Viszont látásra!